Bresson, auteur de Conquérir la souveraineté alimentaire. En tant que travaillant sur la souveraineté alimentaire, je suis très intéressé par l'expérience québécoise et je suis content d'entendre Frédéric Paré et Madame... j'ai oublié votre nom, pardon. Une question par rapport à l'OMC qu'a évoqué, à propos du code génétique de l'OMC. C'est une réflexion, en même temps une question aux juristes. L'OMC est un lieu d'élaboration de contrats, mais l'OMC en elle-même n'a pas de code génétique. C'est les États, avec l'accord, le consensus de Washington, qui ont fait le code génétique de l'OMC. Donc là, il y a une réflexion sur laquelle je bute souvent. Beaucoup de militants de la souveraineté alimentaire avec qui je travaille confondent une organisation comme l'OMC, club d'États pour élaborer des conventions, des contrats, avec des organisations autonomes comme le FMI, la Banque mondiale, etc. Donc ça me paraît important par rapport au combat sur la souveraineté alimentaire. Deuxième réflexion, c'est par rapport à la convention qui a été évoquée par M. Collard et Tilleul. Je suis assez surpris, compte tenu de la critique qui est faite à la faible portée, tout en étant intéressante, de la Convention sur l'exception culturelle, qu'on en soit à dupliquer cette convention pour la question alimentaire, qui est beaucoup plus complexe, et avec notamment des rapports économiques entre les agents, entre les États et les agents, qui sont très différents. Je ne dis pas que c'est sans intérêt, moi-même je l'évoque dans mon livre, mais je pense qu'il faut aller très au-delà, et j'espère que demain on pourra effectivement avancer un peu sur comment compléter les droits de l'homme par d'autres droits collectifs ou commerciaux. Merci. Eric Mondialini. C'était toi, Fabrice? En haut. Peut-être on attend la question et puis... Bonjour, merci à tous pour cette intervention. Il y a quelque chose qui me surprend un peu, c'est qu'en filigrane, dans toutes les présentations, il y a un mot qui ne revient pas, c'est celui de lobby. Et je voulais savoir, selon vous, comment est-ce qu'aujourd'hui ils influent le droit, créent des normes qui justement vont influencer le marché et devenir de nouveaux objets au niveau tarifaire, qu'on appelle les barrières non tarifaires justement. Merci. Une question ici. Peut-être tu veux commencer à répondre sur... Alors, je vais... Quant à monsieur qui parlait de l'OMC, de son code génétique, alors effectivement, vous avez raison de faire la distinction parce que à l'OMC, ce sont les États souverains qui vont négocier entre eux des conventions, pensons-nous, ou pense-t-il, qui seront plus avantageuses pour chacun d'entre eux que le statu quo. Alors, ce sont eux, dans toute leur souveraineté, ces États-là, qui décident de s'engager et de restreindre certains éléments ou certains droits qu'ils ont de faire ou de ne pas faire certaines choses. Donc, par exemple, de mettre sur pied des politiques ou des barrières protectionnistes aux frontières. Donc, effectivement, c'est avec tout ça qu'il faut jongler parce que l'État peut tout à fait, les États peuvent tout à fait décider autrement à l'OMC, bien entendu. Mais il y a effectivement une espèce de, je ne sais plus qui a utilisé le terme tout à l'heure, mais il y a une espèce de force que l'économie a, hein, et puis ça peut peut-être répondre du même coup à monsieur un peu plus haut, notamment par le biais des lobbies agroalimentaires ou autres, là, qui fait en sorte que l'OMC, elle est ce qu'elle est, puis comme Frédéric le disait, elle est dangereusement efficace
en fait, le droit international économique dans son ensemble là, est dangereusement efficace comparativement à d'autres droits comme le droit international de l'environnement, par exemple, ou du fait que les États décident de collaborer entre eux puis d'aller dans ce sens-là. Donc, mais c'est tout à fait vrai de dire qu'ils pourraient faire les choses autrement parce qu'ils sont souverains en décidant de s'engager dans cette voie-là. Absolument. Ben oui. Tu peux ajouter quelque chose, Frédéric? Oui, vas-y. Monsieur Cassin. Oui, je veux bien dire d'abord 2 mots sur les lobbies. En tout cas, en ce qui concerne la question de l'essence, c'est une évidence. Quand on voit que le gouvernement français envoie à l'époque la juriste de l'association des semenciers français, hein, le GNIS, et son directeur en relations internationales négocier au nom de la France à Nagoya ou au traité sur les semences. C'est-à-dire c'est directement l'industrie qui représente la France dans ces négociations. On voit la même personne qui aujourd'hui est déléguée par le gouvernement français auprès, je m'excuse, de la Commission européenne, c'est pas votre direction, c'est la DG Sanco, pour travailler à la rédaction des lois sur les semences. Ils sont là pour mettre des virgules que les élus ne peuvent pas comprendre. Hier après-midi, le rapporteur de la Commission agricole du Parlement européen sur la question des semences a produit son rapport. Il invite à un meeting pour discuter de son rapport. La convocation, l'invitation à ce meeting part du bureau de l'Association européenne des semenciers. Je pense que je pourrais vous donner des exemples, mais à l'appel de ce type-là. Et l'histoire que nous venons de vivre de la loi contrefaçon, des élus tout à fait honnêtes ont avalé la pilule qu'on leur a fait dire, ça fait la 2e fois qu'on leur fait le coup, mais cette loi qui en fait n'est là que pour renforcer les outils pour enfermer les paysans qui ne puissent plus toucher. Quand on menace de saisie de récolte et de destruction de récolte, les paysans ils vont réfléchir à 2 fois avant de ressemer la récolte. Mais on leur dit, mais ce n'est pas le problème qui est discuté, on en discutera plus tard dans une loi agricole. On nous a fait le coup en 2007 avec la précédente loi contrefaçon et on a vu que la loi agricole qui était arrivée après, elle a dit que les semences de ferme étaient interdites pour la majorité des espèces ou payantes pour une vingtaine d'entre elles. Donc les lobbies, c'est ça. C'est une réalité qui existe. Et je voudrais vous donner un autre exemple des lobbies, qui est le nouvel agenda qui est en train de se mettre en place, notamment dans le cadre des accords transatlantiques. Ça a été dit de manière très claire. Il faut supprimer les barrières tarifaires, on en a déjà supprimé pas mal. Il n'y a pas de souveraineté alimentaire sans barrière tarifaire. Je veux dire, ce n'est pas la peine de parler de souveraineté alimentaire s'il n'y a pas de barrière tarifaire. Maintenant, il faut supprimer les barrières non tarifaires. Et les remplacer par quoi? On ne va pas les remplacer par rien. On va supprimer le catalogue des semences, on ne va pas le remplacer par rien. On va le remplacer par des normes basées sur la science. C'est quoi les normes basées sur la science? Vous avez un brevet sur une semence, vous n'avez pas le droit de faire des recherches sur cette semence si vous n'avez pas l'autorisation du propriétaire des brevets. Vous faites une recherche. Le résultat, il est mauvais pour la semence en question, c'est le propriétaire du brevet qui est propriétaire du résultat. Il ne le publie pas. Le résultat, il est bon. C'est lui qui produit ce résultat-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un résultat mauvais à côté. Il le fournit au dossier d'évaluation et l'évaluateur qui, lui, ne peut pas faire de recherche, il se contente de dire le dossier d'évaluation, il est correct, il ne montre pas qu'il y a de risque, il ne montre pas qu'il n'y en a pas, il ne montre pas qu'il y a de risque, et donc on autorise l'OGM. Mais dans le même temps, nous venons de déposer un dossier à la Commission européenne pour pouvoir utiliser du vinaigre pour traiter nos plantes. C'est un produit alimentaire. Ah non, non. D'abord, on n'a pas d'argent pour faire toutes les évaluations qu'il faut, parce que nous, on n'a pas de brevet. Sur le vinaigre, on ne peut pas déposer un brevet. Ça, c'est embêtant. Donc, il n'y a pas d'argent pour faire les recherches qu'il faut. Et puis, c'est pas stable, c'est pas... Non, non, ça pourrait être dangereux de soigner des plantes avec du vinaigre. On nous a refusé l'huile de colza, on nous a refusé le sucre, des choses aussi, des aliments aussi simples que ça, on n'a pas le droit de traiter nos plantes avec, parce qu'on ne peut pas faire les normes basées sur la science. Donc, voilà ce que c'est que les lobbies. Une deuxième réflexion pour répondre à votre question sur de mettre un petit peu de collectif dans la propriété. Nous avons
par rapport aux semences, l'habitude de parler de droit collectif et surtout pas de droit de propriété. En tout cas, au niveau intellectuel, ma récolte m'appartient, je la vends. Sans partager ce qui est derrière le concept juridique de terre-mer avancé par le gouvernement bolivien au niveau mondial, nous les paysans, quand on parle de la nature, nous avons affaire à des êtres vivants qui sont autonomes par rapport à nous. Ils n'ont pas besoin de nous pour vivre. Alors, nous les avons domestiqués, les animaux, les plantes, les microbes aussi, hein, pour faire du vin, pour faire du fromage. Mais la domestication, c'est quoi? Est-ce que c'est une appropriation? Ou est-ce que c'est une coévolution entre des êtres vivants naturels, dont nous faisons partie, et des communautés humaines? Et quand moi je coévolue avec mes enfants ou avec ma compagne, est-ce que j'en suis propriétaire? Non. Et alors, je sais que c'est choquant hein, de dire un animal, une plante, un être humain, mais nous parlons de coévolution et nous parlons de droit collectif d'usage. Au niveau du foncier, de la terre, ce matin on a parlé, moi je travaille sur des communaux, il y a des droits collectifs dans ma commune et les éleveurs de la commune ont une priorité sur les éleveurs qui sont dans la commune à côté et on se partage, il n'y a pas de titre de propriété, il n'y a pas de bail de fermage, on se partage les droits de pâture avec la mairie comme arbitre. Ça existe. On a des exemples de gestion de droits collectifs et je pense qu'en ce qui concerne la nature, peut-être il ne faudrait pas simplement mettre un peu de collectif dans la propriété, mais arrêter de parler de droit de propriété et parler de droit d'usage collectif. Je voudrais dire un mot du droit parce qu'on est dans une faculté de droit. La question n'est pas, Raphaël, la question n'est pas de savoir si on a la foi ou non dans le droit. Parce que ce que tu as raconté, ce que Guy Kassler a raconté, ce que Bob Brack a raconté, c'est des exemples dans lesquels le droit a une puissance extraordinaire. Et si tous les lobbies dont vous parlez réussissent, c'est parce qu'ils ont la foi dans le droit. Et que toi, non. Parce que notre problème de juriste, je vais vous le dire, notre problème de juriste, c'est que le droit n'est fort que du côté des causes et pas du côté des solutions. Voilà. Il ne s'agit pas d'avoir foi ou non dans le droit, il s'agit de mettre du côté des solutions un droit aussi puissant que celui qui est du côté des causes. Et pour dire un mot de l'exception culturelle, j'imagine que pour dire ça, vous êtes spécialiste de la question. Mais si vous ne l'êtes pas, alors je vous engage à regarder d'un peu plus près ce que cela permet. En France et ailleurs, je ne parlerai pas pour nos amis québécois, je ne parlerai pas pour les peuples autochtones, qui sont, certains d'entre eux en Colombie-Britannique, sont en train de retrouver de la propriété sur la base de l'exception culturelle. L'exception culturelle, le droit, ça marche d'une manière bizarre. Quelquefois, ça a un effet là où on ne l'attend pas. Mais on est dans une faculté de droit, moi je suis professeur de droit, et les analyses que nous faisons dans le programme LASCO, c'est un peu comme un médecin, nous regardons, nous faisons l'analyse, nous faisons des diagnostics, puis après nous cherchons des traitements. Mais tous les diagnostics nous conduisent vers du droit d'une puissance exceptionnelle, celui dont vous parlez. Et qu'est-ce qu'on met en face? Pas que des discours, pas que des actions d'aide. Moi, je rejoins tout à fait Sylvestre. Il faut qu'on mette un droit de granit en face. Mais comment penser ce droit-là? Voilà. Alors on peut dire ça ne marche pas. On peut dire ça. Oui. On peut dire laissons faire. On peut dire il faudrait que le ciel soit à la place de la terre et la terre à la place du ciel. Mais si aujourd'hui, maintenant, nous voulons mettre du droit de granit du côté des solutions, qu'est-ce que vous avez à dire? Moi, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Alors, Frédéric va compléter. Ensuite, nous aurons deux questions, M. Moussion et Dominique Gorier, puis encore deux autres ici.
Oui, en fait, une minute pour dire quel est l'effet de cette Convention internationale sur la protection et la promotion de la diversité culturelle au Québec. Il y a 6 millions de parlants francophones au Québec, dans une communauté nord-américaine de 350 millions d'anglophones. Et si on se déplace un peu plus au sud, ben là, c'est d'autres centaines de millions de parlants hispanophones. Donc, vous comprenez tout de suite que l'enjeu de la protection de la langue chez nous, c'est un enjeu qui est très important. Et cette convention permet aux États de réguler, par exemple, pour parler d'un exemple concret, de faire en sorte que sur les radios qui tournent de la musique chez nous au Québec, que le CRTC puisse, qui est l'organe de réglementation des ondes chez nous, le CRTC, régule la hauteur à laquelle la musique francophone peut prendre la place sur les ondes au Québec. Donc, c'est un exemple très concret. C'est la même chose du côté du contenu canadien dans les magazines qui sont vendus sur les tablettes de la presse chez nous. Ça aussi, c'est régulé. Donc, c'est des exemples très concrets. Et ces régulations-là surviennent parce que les États peuvent s'accrocher à un document international qui, selon eux en tout cas, leur permet de faire ça. Mais les entreprises capitalistes de la culture ont été, depuis le début, derrière cette idée-là, même si c'était des entreprises capitalistes, parce que ils avaient devant eux Hollywood et les grands conglomérats du film puis de la culture américaine. Et aujourd'hui, le milieu de la culture, de l'industrie culturelle, continue à être regroupé au sein d'une coalition qui s'appelle la Coalition canadienne pour la diversité culturelle. Et cette coalition-là, sa tâche, c'est de promouvoir encore cette convention-là, même si déjà 126 pays l'ont signée, mais aussi pour continuer à surveiller l'OMC, parce que l'OMC reste, selon eux, un endroit où leurs droits pourraient être réduits. Ces droits-là que j'ai nommés, ou ces lois-là que j'ai nommées, pourraient être menacés. Donc, c'est un exemple, tout simplement, que je voulais apporter là, sur la capacité de cet encadrement-là. Oui, Frédéric Mousseau du Auckland Institute. Moi, je voulais faire le lien entre ces questions d'accaparement de terre et commerce international en partageant quelques éléments de résultats de nos recherches. Et en indiquant que dans beaucoup des projets que nous avons étudiés, principalement en Afrique, dans les négociations entre investisseurs internationaux et gouvernements, il y a cette question d'exportation et de non-limitation des exportations par ces entreprises. Je parlais ce matin d'un projet en Tanzanie. C'était très clair dans ce projet d'un investisseur américain que la Tanzanie devait renoncer à réguler la disponibilité alimentaire dans le pays, parce que la Tanzanie a l'habitude de limiter les exportations en cas de pénurie. Et donc le gouvernement devait s'engager à ne plus prendre de telles mesures et à laisser ouvert à l'entreprise en question la possibilité d'exporter à tout moment, même en cas de pénurie dans le pays. Et un des autres aspects de la négociation, une des demandes fortes de cette entreprise, c'était aussi une révision des Biosafety Regulations qui interdisait l'utilisation d'OGM dans le pays. Et donc le gouvernement devait également revoir ses lois là-dessus. Je prends un autre exemple, je ne vais pas m'étendre, mais un autre exemple qui est celui de l'Éthiopie, où on a beaucoup d'investisseurs, d'entreprises indiennes qui se sont installés, qui ont pris plusieurs millions d'hectares dans le pays. C'est la même chose pour ces entreprises-là qui produisent essentiellement pour l'export en Éthiopie, qui est, je pense, encore aujourd'hui, le premier bénéficiaire de l'aide alimentaire internationale, puisqu'elle est en situation de crise alimentaire quasiment endémique. Et donc, je pense que François a demandé des solutions. Moi, j'amène un peu plus de problèmes, je pense. Moi, en regardant ces questions-là, je m'interroge et je voulais interroger, je ne sais pas qui pourrait... Enfin, je ne sais pas si vous avez réfléchi à cette question-là, mais quand on parle justement d'OMC aujourd'hui,
et de relance des négociations sur l'agriculture. On voit que finalement c'est au niveau des pays que les entreprises négocient avec les gouvernements et que finalement les politiques des gouvernements, les choix faits par les gouvernements en termes de régulation, excusez-moi, de régulation ou d'intervention sur le domaine agricole ne vont plus nécessairement bénéficier aux paysans ou à la population, mais bien à des entreprises qui seront installées et qui concentrent de plus en plus le pouvoir et la production. Donc, je ne sais pas si vous avez, dans votre réflexion sur le commerce international, abordé cette question-là, mais je pense qu'elle est de plus en plus pressante. Nous allons prendre une deuxième et dernière question compte tenu de l'heure. Donc, là-haut, parce que la prochaine table ronde commence à 16h. Parle fort. J'ai 3 questions à poser. Une à notre collègue canadien collectif, une autre aux représentants de la Commission européenne et une troisième à François. La première question qui m'a posé aussi question, c'est l'investissement que vous voulez faire à partir du contrat. Vous avez parlé de mettre en avant une forme de politique contractuelle pour essayer de réguler les choses. Et je me demande quelle est la force, finalement, en matière de régulation, quelle est la force du contrat dont on sait très bien qu'il y a une partie dominante et une partie dominée, très souvent, dans le contrat. Et quelle régulation on peut obtenir de ça? La deuxième question, c'est pour le représentant de la communauté européenne, la Commission européenne. On peut dire exactement la même chose que ce qui a été dit pour l'OMC. La Commission n'est que le reflet des États qui nomment, des États européens, qui nomment les membres de la Commission européenne. Donc, elle ne fait globalement que refléter notre propre médiocrité. Et la course à l'échalote que l'on semble poursuivre dans cette commission est l'ultra-libéralisation de l'économie, surtout plus de barrières, surtout elles sont tout faites, et puis on régule aussi la contenance des buvettes des toilettes, ce qui est un sujet extrêmement important et vital. Ça me pose des questions. Finalement, la Commission n'a pas de rôle propre en soi. Elle participe à une co-décision, mais en gros, c'est les États qui eux-mêmes décident la politique. Et la troisième question, c'est pour François. Tu parlais effectivement du droit de propriété, moi qui m'intéresse beaucoup. Je suis historien du droit, j'ai donc un petit peu de recul sur le droit de propriété, et je me demande, tu parlais de reconnaître de façon collective un droit de propriété. Si la loi institutionnelle ne serait pas possible comme elle l'a été pour les droits de l'homme, pour reconnaître la pertinence d'une forme de propriété individuelle, certes, mais absolument pas absolue, comme notre droit l'a défini. Voilà, j'ai dit. Bon, alors moi je me suis fait mal comprendre. Je suis pas un partisan du contrat privé entre telle ou telle firme, parce que je partage complètement votre opinion, à savoir que il y a des rapports de force très inégaux, particulièrement entre les vendeurs et les acheteurs dans les filières agroalimentaires. Non, tout au contraire, je suis un fervent partisan de la régulation. Puis au Québec, on en a certaines, et au Canada aussi, dans les productions, dans 5 productions qu'on dit contingentées ou sous gestion de l'offre, les productions de lait, d'œufs d'incubation, puis de volailles, les prix à la ferme sont déterminés pour couvrir des coûts de production. Puis ils sont négociés avec des arbitres, donc c'est pas le marché qui détermine le prix. Hein. Et derrière cette réalité-là, il y a une régulation, qui est la loi sur la mise en marché des produits agricoles,
qui autorise les agriculteurs à constituer des groupes, à convenir ensemble d'une autorégulation qui viennent négocier avec les acheteurs, et les acheteurs sont obligés de passer par là. Donc, non, je ne suis pas partisan du contrat, plutôt partisan de la régulation forte même. Alors, la médiocratie européenne. Monsieur, vous avez oublié peut-être qu'on a un Parlement européen aussi, avec des élus démocratiques qui jouent un rôle important, plus en plus important, après la traité de Lisbonne, par exemple pour la politique agricole européenne. Leur voix était très visible, disons, dans cette négociation. Et moi, je n'ai pas très bien compris si vous voulez plus de régulation ou moins de régulation. Plus. On a fait l'expérience, par exemple, en matière agriculture, avec la traité de Rome, qui a repris beaucoup des statements qu'on a vus dans votre contribution. C'était assez ressemblant à ce qu'on a comme base de parti en Europe. Et on a vu une crise, disons, avec cette politique. Ça n'a plus marché parce que c'était trop cher, c'était pas voulu par les citoyens européens, et on a changé. On a changé dans une façon de quand même soutenir l'agriculture par les revenus et les diriger, les montrer plus dans une façon de produire plus durable. Et je pense que c'est pas un développement ultralibéraliste, c'est plutôt quelque chose assez raisonnable dans les conditions données. Et pour les exemples que vous avez cités sur les pays des investissements en Afrique, je me demande si les États que vous avez mentionnés, ils ont vraiment accepté la pression, ils ont dû accepter parce qu'il n'y avait pas des alternatives ou pas des stratégies nationales. Pour moi, c'est un signal de bien renforcer la coopération internationale sur les règles des investissements raisonnables, et d'essayer de promouvoir ça aussi dans les pays en développement. Et je pense que ça, c'est un rôle que l'Europe, avec la Commission et les États membres, peuvent souligner. Merci. Je crois que compte tenu de l'heure, malheureusement, nous allons devoir clore cette table ronde et passer la parole à la suivante, qui sera d'ailleurs dans la droite ligne des échanges que nous avons eus sur le commerce international. Merci à tous nos intervenants. Merci à tous.